Bonjour. Ah les cons s'ils savaient. C'est la phrase prononcée par Édouard Daladier, représentant de la France, à son retour de Munich en 1938. Nous étions seulement 20 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, 1918-1938, encore traumatisés par les millions de morts ou blessés. La France était donc gagnée par un sentiment de pacifisme. Beaucoup de Français se réjouissaient de la signature des accords de Munich, signés avec Hitler, car ils pensaient que cela avait permis d'éviter la guerre. Mais c'était une erreur, et Daladier le savait, car il connaissait les tristes projets d'Hitler. D'ailleurs, en un mois, au printemps 40, les troupes allemandes déferlaient sur notre pays. Aujourd'hui encore, les historiens s'interrogent. La décision de demander l'armistice en juin 40 était-elle inéluctable? La France aurait-elle pu, peut-être, continuer la guerre? Fallait-il choisir la soumission avec Pétain, le héros de la Première Guerre mondiale, ou répondre à l'appel du général de Gaulle? Nous l'avons vu précédemment, Charles, en tant que militaire, était de ceux qui avait voulu se battre en 1940. Et pour cela, il a reçu les éloges des officiers, de ses principaux supérieurs. Et nous verrons qu'il sera celui de ceux qui répondront à l'appel du général de Gaulle. Un appel à la résistance contre l'envahisseur nazi. Revenons aux fusées. Un autre prénom après Ariane, ou plutôt avant Ariane, il y eut Véronique. Avant la base de Kourou, c'est au cœur du Sahara algérien que la France a envoyé ses premières fusées, à Maguire jusqu'en 1967. Pour l'anecdote, ces fusées ont pu envoyer des vols habités par des animaux. Il y a eu le rat Hector en 1961, le rat Castor, le rat Pollux, des chats, la célèbre Félicette. Il y aura eu des singes, Martine, Pierrette, etc. Puis la fusée Véronique fut la première fusée à décoller de Kourou. Toute cette aventure de fusée, de conquête de l'espace, a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, la Russie, mais aussi la France, ont porté un vif intérêt aux travaux de recherche spatiale dirigés par les scientifiques allemands au service du pouvoir nazi. En effet, les Allemands s'étaient montrés capables, durant la guerre, de produire des fusées très puissantes et très modernes. Sous l'impulsion d'Hitler lui-même, on peut dire que l'Allemagne nazie a mis le paquet pour développer ses armes nouvelles, afin de dépasser les technologies des Alliés en vue de les battre et de gagner la guerre, même après 1944, même après 1945. De Gaulle, le général de Gaulle, à la Libération, le 17 mai 1945, déclarait: il y aura tout lieu de transférer en France les scientifiques allemands de grande valeur. En prenant un petit raccourci, on pourrait dire nazi ou pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la technologie, le savoir-faire de ces savants. Et il ne faut pas qu'on les laisse aux mains simplement des Russes et des Américains. Et ça a été fait. Ça a été fait. Qu'il s'agisse d'armes navales, de torpilles, de sous-marins, d'armes légères, de moteurs, d'avions, d'hélicoptères, etc. Beaucoup d'ingénieurs allemands sont venus travailler, ont été récupérés, sont venus travailler en France. Et beaucoup pour ce qui concerne ce qui est nécessaire à une fusée. Une fusée, on a besoin d'un moteur puissant pour l'envoyer en l'air, la propulsion, mais après il faut la guider.
Donc, tant pour la propulsion que pour le guidage des fusées, nous avons pu, la France, récupérer des ingénieurs, des savants de l'Allemagne nazie. Il faut voir aussi que les fusées étaient importantes parce que c'était le début de l'arme nucléaire et que la fusée s'annonçait vraiment d'une façon évidente, quasi indispensable, comme le vecteur de l'arme nucléaire. Charles, la résistance. Nous avons vu quelle avait été l'attitude de Charles en mai-juin 40. Il va de soi qu'il entendra l'appel du général de Gaulle et qu'il sera immédiatement prêt à servir la cause de la résistance à l'occupant allemand. Saint-Georges-du-Vièvre se trouve au cœur d'une région où s'était organisé un des plus grands maquis de Normandie, le maquis Surcouf, dont le chef était Robert Leblanc. Mon père, Julien Grivillers, avait 17 ans et demi en juin 1944. Il a pu me donner ses souvenirs. Julien rappelle que la résistance s'exerçait sous deux formes différentes, bien qu'étroitement complémentaires. D'une part, l'action, avec le maquis. D'autre part, le renseignement, avec ses réseaux secrets, en liaison avec Londres. De par son poste de gendarme, son père, Charles, était un maillon important dans le renseignement. Par définition, cette action était plus secrète, et il est difficile aujourd'hui de trouver des documents pour en relater tous les aspects. Charles Grivillers a certainement participé à cette activité bien avant la création officiellement reconnue du maquis Surcouf. Julien se souvient d'un ingénieur de l'électricité qui habitait Corneville-sur-Risle, du capitaine Vesque, de Gaëtan Lesage, de Robert Leblanc, le chef du maquis, et d'autres qui venaient plus ou moins secrètement rencontrer son père. Il se rappelle des envois de pigeons voyageurs qui lui servaient à transmettre des messages. Des aviateurs anglais qui en larguaient dans de petites cages suspendues à des mini-parachutes. Il revoit un agriculteur apporter une de ces cages à la brigade, mais certaines personnes en ramassaient et n'osaient pas les lui apporter. Au sein du maquis Surcouf, les gendarmes assuraient la formation des recrues, apprentissage d'une discipline de type militaire, maniement des armes, etc. Ils participaient aux réceptions nocturnes des parachutages, à l'organisation de planques pour aviateurs alliés. Julien se souvient que sa mère, Albertine Grivillers, allait apporter à manger à un aviateur anglais réfugié dans la grange d'un cultivateur de Saint-Étienne-l'Allier. Un rapport de la gendarmerie de 1959 relate les faits de résistance de Charles Grivillers. Entré dans la résistance en 1942, dès la fondation du maquis Surcouf, dont le chef était Robert Leblanc, Charles Grivillers était 100% avec les maquisards et en liaison constante avec son chef. Il était surnommé le Caïd. Il orientait sa brigade, avec d'autres, donc 3 autres gendarmes, vers la résistance et accomplissait de nombreuses missions diverses et dangereuses. Parmi ces missions, il y a lieu de citer la recherche de renseignements, ce qui sauva le maquis à plusieurs reprises, le transport d'armes et de munitions, la conduite des réfractaires du STO au maquis. Le STO était le service de travail obligatoire. Des jeunes gens français étaient recrutés pour aller travailler en Allemagne. Aide à l'évasion aux prisonniers français. Distribution du journal clandestin Le Patriote. Prise de faction comme les autres maquisards dans les moments les plus périlleux. Parachutage, etc. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement. 6 juin 1944, le débarquement sur les côtes normandes. Le maquis Surcouf était venu faire une expédition ce jour-là à Saint-Georges-du-Vièvre. Il y eut un combat avec les Allemands. 9 ont été tués, ainsi que 2 Français maquisards. Monsieur le maire, Bruno Julien, qui à l'époque faisait valoir une ferme à Saint-Étienne-l'Allier, a été avisé le soir même de cet événement. À son arrivée à Saint-Georges-du-Vièvre, il a rencontré Grivillers,
Ensemble, ils ont décidé d'attendre le lendemain matin pour ramasser les corps. Le lendemain, vers 8 heures, le maire a réquisitionné une voiture et des hommes pour ramasser les cadavres et les transporter au cimetière local. Pendant ce temps, Grivillers et ses gendarmes simulaient le fait de chercher les terroristes, entre guillemets. Les Allemands sont arrivés vers 11 heures, alors que le dépôt des corps au cimetière s'achevait. Se trouvant au cimetière, le maire a vu venir vers lui Grivillers et les Allemands. Ces derniers se sont mis au garde-à-vous devant les corps et ont décidé de faire rapprocher un camion pour charger leurs compatriotes tués. Ils ont laissé les Français sur place. Le 8 juin 1944, 2 jours après le débarquement, vers 15 heures, Grivillers est allé trouver le maire pour lui dire qu'on allait prendre des otages suite à ce qui s'était passé, qu'il tenait ce renseignement d'une dame travaillant à la Gestapo de Pont-de-Mer. Ensemble, ils ont pris la décision de faire prévenir tous les hommes d'avoir à quitter la localité, tandis qu'eux resteraient à leur poste. Se doutant qu'il y aurait des représailles, le commandant de brigade avait mis son épouse et sa famille en sécurité à Saint-Étienne-l'Allier, ferme Le Boiteux, et ses subordonnés, la leur chez un cultivateur d'Épreville, en Lieuvin, M. Planck. Les gendarmes s'apprêtaient à passer sur l'heure au maquis, lorsque vers 20 heures, les Allemands sont arrivés dans le pays. Aussitôt, les Allemands ont arrêté le maire à la mairie, les gendarmes à leur caserne, Madame Duclos, doctoresse, ainsi que 3 autres civils. Les Allemands ont saccagé la brigade de gendarmerie en y faisant exploser des grenades dans les appartements et en y tirant avec des mitraillettes. Les otages ont été alignés sur le trottoir face à l'hôtel de Normandie jusqu'à 3 heures du matin environ. Étant aligné sur le trottoir, le chef Grivillers a pu se défaire du papier provenant de l'indicatrice de la Gestapo, en le confiant à une femme, actuellement à Pont-de-Mer, au Café des Alliés. Les 9 otages ont été emmenés ensuite par camion à la maison d'arrêt d'Évreux. Cette ville a été bombardée 5 ou 6 jours plus tard, mais la prison n'a pas été touchée. Prisonniers à la maison d'arrêt, les otages ne pouvaient pas communiquer entre eux. M. Bruno Julien, maire, était questionné et frappé tous les jours. Évanoui, il a repris ses sens alors que le bombardement d'Évreux était commencé. Il a été libéré 5 ou 6 jours plus tard, ainsi que la doctoresse Madame Duclos. Il n'y eut pas d'autre libération ensuite. Il est à penser que les gendarmes et leurs chefs subissaient également des sévices. Le chef Grivillers, ses 3 gendarmes et les 3 autres otages civils ont été transférés d'Évreux à Fresnes. Les 3 civils ont été libérés de Fresnes ensuite. Ça, c'est un rapport de la gendarmerie. Et il y a un autre rapport que je vais vous lire, qui est le rapport de Grand Jules, que j'ai eu l'occasion de connaître. Son vrai nom, c'est Edmond Floquet. Il est aujourd'hui, en 2021, bien sûr décédé. Il était très jeune au moment du maquis et il a été un élément important pour conserver la mémoire du maquis. Voilà le rapport qu'il a fait en 1961 au sujet de la brigade de gendarmerie et du maquis. Si ce maquis peut être si puissant, c'est grâce au service que lui rendit la brigade de gendarmerie de Saint-Georges-du-Vièvre, son chef Grivillers et les gendarmes de Maison, d'Ariotor et Bédard. Dès la formation de ce maquis, faisant abstraction de considération de grade, puisque Robert Leblanc, le chef du maquis, n'était que matelot dans l'armée régulière, ils se mirent entièrement et totalement à son service, faisant preuve d'un patriotisme de haute valeur et à toute épreuve, voulant par tous les moyens participer à la libération de leur patrie du joug nazi. Leur tâche sera difficile étant donné les circonstances. Gestapo, milices, troupes d'occupation et mouchards de toutes sortes. Leur activité a consisté à prévenir à temps les personnes recherchées pour opinions politiques ou racistes, les requis du travail obligatoire qui devenaient des réfractaires. C'était aussi dépister les dénonciateurs et les collaborateurs, en accord avec les services renseignements de la résistance et les brigades environnantes, comme à Cormeilles avec son chef Gallo, Pont-de-Mer avec le gendarme Arazzo, formaient un triangle de renseignement sur les mouvements de la milice. La milice était ces Français alliés à la Gestapo.
des troupes allemandes et de la Gestapo, afin de pouvoir prévenir le maquis d'avoir à se replier sur tel ou tel endroit, de façon à pouvoir échapper à l'encerclement. Et ce système donna toujours des résultats probants. Surtout que le maquis ne compta jamais moins de 100 hommes, pour en compter à la veille du débarquement 400. Un grand maquis. Étant donné la venue au maquis d'inconnus, cette brigade réussit à obtenir des renseignements sur la plupart des recrues. Opération très délicate. Ils remplirent très bien cette tâche par rapport aux effectifs. Seul un agent de la Gestapo, un dénommé Georgius, fusillé à Évreux à la Libération, puis entrer au maquis. Un second décelé par eux fut mis hors d'état de nuire avant son entrée au maquis. Autre activité, comme cadre, ils participaient à tour de rôle à l'entraînement militaire des sizaines du maquis, tâche qu'ils accomplirent admirablement étant donné la présence d'étrangers, des Russes, des Américains, des Anglais, des Hollandais, des Polonais, etc. Eux-mêmes cadres, des fois, d'où certaines difficultés qu'ils purent aplanir. Lorsque la Gestapo, les SS ou la milice passaient à l'improviste à la brigade, afin que les gendarmes servent de guide dans la recherche du maquis, c'est toujours dans des directions opposées à la réelle qu'ils emmenaient les forces de répression. Dans l'affaire Deuve, celui-ci fut pendu pour dénonciation. Ils furent obligés de suivre Deuve accompagnés de 200 miliciens. 200 miliciens. Nous ne pûmes attaquer cette colonne à portée de FM. Nous étions sur une hauteur, mais en tirant, nous risquions de tuer les gendarmes Grivillaire et de Maison, et dans le cas contraire de les rendre suspects aux yeux des miliciens. Nous nous sommes donc repliés. Deuve conduisit les miliciens à notre cantonnement. Les gendarmes nièrent la présence des maquisards. C'est grâce à leur service de renseignement que des membres importants de la Gestapo, comme Violette Maurice, purent être mis hors d'état de nuire à la bonne marche du maquis. Les gendarmes auraient dû rejoindre définitivement le maquis comme chef de section dans la nuit du 8 au 9 juin 1944 à Saint-Georges. Malheureusement, la Gestapo les arrêta le 8 juin 1944 à Saint-Georges-du-Bièvre. Et de Montfloquet, 25 juillet 1961. Cette période de résistance a été une période très difficile, très compliquée, et difficile de démêler tous les avis des uns et des autres et de retracer une histoire. La chance, c'est qu'en tant que gendarme, il y a eu des rapports de gendarmerie, mais tout n'est pas clair sur cette période. J'ai assez peu posé de questions, moi, dans ma famille, et surtout, ma famille, elle n'avait sûrement pas toutes les réponses. Il y avait beaucoup de choses secrètes. On parle de dénonciation. A priori, il aurait été dénoncé. C'est ce que dit ma grand-mère dans un petit audio que j'ai enregistré en 98. Mais il y a eu aussi beaucoup d'imbroglio à cette époque-là. Le débarquement a lieu le 6 juin. Tout est chamboulé. Le chef du maquis a envie de se battre, veut déclencher la guérilla, mais il n'a pas les armes nécessaires pour le faire. Il le reproche un petit peu il espérait avoir des armes de la part des alliés, par parachutage, c'est pas le cas. Malgré tout, une guérilla s'enclenche. Est-ce qu'il y a eu des erreurs des uns et des autres? Aujourd'hui, pour moi, c'est trop difficile de démêler le vrai du faux. Chacun, à sa façon, a essayé de se sortir de cette période difficile. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a permis, moi, de toucher du doigt, de découvrir la complexité de cette époque, de la résistance, et surtout au moment du débarquement ou dans les jours qu'on suivit. Il faut voir que la majorité des gens ne s'engageaient pas, qu'il y avait des collaborateurs, même des miliciens. Il y avait aussi beaucoup de gens, certains cultivateurs, mais bien sûr pas seulement, qui ont fait du marché noir, et qui pour eux, la période, c'était surtout comment faire pour gagner de l'argent. Puis il y avait des groupes divers qui n'étaient pas d'accord entre eux. Le FN à l'époque, c'était le Front National, c'était un peu les communistes résistants, qui n'étaient pas toujours d'accord avec d'autres maquisards, qui n'étaient pas d'accord avec des gaullistes, etc. Enfin, c'était pas toujours facile de distinguer les bons et les méchants, les
résistants réfléchis et les résistants plus impétueux. Plus jeune, moi, quand j'étais enfant ou adolescent, je n'en savais pas grand-chose, à part la photo qui était dans un cadre chez ma grand-mère, où il y avait la photo de Charles, et en dessous, une mention du genre « serait mort à Ehrlich, brûlé en 1945. Ce nom d'Ehrlich me paraissait bizarre, il n'était pas connu. La conclusion, quand j'étais enfant ou adolescent, c'était de me dire « bon, bah, mon grand-père est mort à la guerre, il y a longtemps. » Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je me rends compte que longtemps, quand on est enfant, c'est pas la même chose que quand on est adulte. À la maison aussi, à l'époque, il y avait juste quelques livres qui évoquaient la déportation avec des images terribles de déportés en état squelettique, de tas de squelettes. Mais tout ça n'était pas très précis pour moi, était un peu comme dans un brouillard, quelque chose de confus, de pas très gai. Et il semble que mon père, lui, n'ait pas vraiment mené d'enquête pour connaître l'itinéraire de son père. Sûrement qu'il avait en tête autre chose, quelque chose qui ressemble à de la souffrance, une douleur. À 17 ans et demi, il voit partir son père, il ne sait pas où. Le temps passe sans nouvelles, et il ne voit jamais revenir.